16 décembre 1944. Forêt des Ardennes, 3 heures du matin. Dans un trou de tir gelé creusé à la hâte dans la terre dure, un jeune lieutenant américain de 20 ans fixe l'obscurité totale. Il vient de Saint-Louis, Missouri, et s'appelle Lial B. Autour de lui, la nuit est silencieuse et glaciale. 18 hommes seulement sont sous ses ordres. Ce ne sont pas des fantassins destinés à tenir une ligne de front. Leur unité est un peloton de renseignement et de reconnaissance. Leur mission, en théorie, est simple: s'infiltrer derrière les lignes ennemies, observer, recueillir des informations, puis disparaître avant d'être repérés. Ils ne sont pas censés se battre. Encore moins dans ces conditions. À 5h30, le ciel semble littéralement se déchirer. L'artillerie allemande s'abat soudain sur la forêt, les obus explosent au sommet des arbres, déchiquetant les vieux pins centenaires. Des éclats de bois pleuvent comme une tempête. Le sol tremble sous la violence des explosions, au point que les parois de terre des trous de tir s'effondrent par endroits. Puis, aussi brutalement qu'elle a commencé, la canonnade cesse. Dans le silence, chargé de fumée et de poussière, Book relève la tête et observe la route à travers ses jumelles, et ce qu'il aperçoit lui glace le sang. Des silhouettes apparaissent dans la brume. Des centaines de soldats allemands avancent droit vers sa position. Des parachutistes marchant en colonne sur la route. 500 hommes contre 18. Mais ce détail est encore plus inquiétant. Ces soldats appartiennent au 9e régiment de parachutistes de la 3e division aéroportée allemande. Des troupes aguerries, expérimentées qui ont déjà combattu sur plusieurs fronts. Et derrière eux, attendant simplement que cette route soit dégagée, se tient une force bien plus redoutable encore, la 1re division blindée SS, fer de lance de la dernière grande offensive d'Hitler. Le groupe de combat de Joachim Peiper, accompagné de ses chars King Tiger, représente l'une des formations blindées les plus redoutées de toute l'armée allemande. Dans le plan allemand, cette route devait être ouverte avant le petit déjeuner. La résistance américaine dans ce secteur n'était censée être qu'un simple ralentissement, à peine un obstacle. Après tout, pendant 3 ans, le haut commandement allemand avait répété la même conclusion. Les soldats américains étaient mous, indisciplinés et incapables de soutenir un véritable combat. L'idéologie raciale du Troisième Reich semblait confirmer cette certitude. Une démocratie composée de peuples mélangés ne pouvait pas produire de véritables guerriers. Ce qui allait se produire sur cette crête glacée au cours des 18 heures suivantes allait pourtant démontrer que cette conviction était l'une des erreurs les plus catastrophiques de toute l'histoire militaire. Mais pour comprendre pourquoi ces 500 parachutistes allemands ont avancé ce matin-là comme dans un piège, pour comprendre comment toute la machine militaire allemande a pu se tromper à ce point sur les soldats américains, il faut revenir bien plus tôt. Il faut remonter à une table de dîner en Prusse orientale, lors d'une conversation tenue par Adolf Hitler le 7 janvier 1942. Une conversation qui allait nourrir 3 années d'aveuglement idéologique, de surprises brutales sur les champs de bataille, et finalement conduire à la défaite totale. Car cette histoire n'est pas seulement celle d'une bataille ou d'une stratégie. C'est l'autopsie d'une erreur colossale, peut-être la plus coûteuse de toute la Seconde Guerre mondiale. Une simple conviction. Une opinion profondément enracinée, nourrie par l'idéologie raciale, est tellement fausse qu'elle contribua à précipiter la chute du Troisième Reich. Voici ce que les Allemands pensaient réellement des soldats américains, et comment la réalité du combat allait détruire chacune de ces certitudes. Première partie. Le mépris. Le mépris d'Hitler pour l'Amérique n'était pas une remarque isolée ni une humeur passagère. C'était une véritable certitude idéologique. Cette vision était profondément ancrée dans la théorie raciale nazie, et elle apparaît presque mot pour mot dans les témoignages de ceux qui partageaient ses repas. Ces discussions, que les historiens appellent aujourd'hui les propos de table d'Hitler, furent consignées sous la supervision de Martin Bormann. Lors de ces conversations privées, le Führer exprimait ses idées avec une franchise remarquable. Le 7 janvier 1942, à peine un mois après avoir déclaré la guerre aux États-Unis, Hitler expliqua à son entourage qu'il ne croyait guère à l'avenir de l'Amérique. Selon lui, il s'agissait d'un pays en déclin. Il affirma que la société américaine était, selon ses propres mots, à moitié judaïsée et à moitié africanisée, et il se demandait comment un tel État pouvait espérer rester uni. Les historiens rappellent toutefois que ces notes doivent être interprétées avec prudence. Les manuscrits originaux ont disparu. Les comptes rendus furent rédigés de mémoire le lendemain et Bormann les modifia largement.
Malgré cela, ces textes restent l'un des rares aperçus de ce que Hitler pensait réellement en privé. Dans sa vision du monde, la puissance militaire d'un pays découlait directement de sa pureté raciale. Selon cette logique déformée, les États-Unis étaient condamnés avant même d'avoir tiré un seul coup de feu. Hitler était persuadé que le mélange des populations affaiblissait fatalement la capacité d'une nation à combattre. Albert Speer, ministre de l'armement du Reich, confirma plus tard cette idée dans ses mémoires. Il rapporte qu'Hitler affirmait que les Américains n'avaient joué qu'un rôle secondaire lors de la Première Guerre mondiale, qu'ils n'avaient pas consenti de véritables sacrifices et qu'ils ne résisteraient certainement pas à l'épreuve du feu. Pour Hitler, il n'existait même pas de véritable peuple américain, seulement une masse disparate d'immigrants venus de nations et de races différentes. Prenez un instant pour mesurer cela, le chef du Troisième Reich prenait des décisions stratégiques majeures, non pas à partir de rapports militaires, ni d'analyses industrielles ou de renseignements fiables, mais à partir d'une théorie raciale. Et son entourage ne faisait que renforcer cette illusion. Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe, allait le mais partageait ce mépris avec un sarcasme devenu célèbre. On lui attribue souvent cette phrase « Les Américains, disait-il, sont incapables de construire des avions. Ils savent seulement fabriquer des réfrigérateurs et des lames de rasoir. » Souvenez-vous de cette remarque « les lames de rasoir », car elle reviendra plus tard d'une manière particulièrement ironique. En octobre 1942, Erwin Rommel rencontra Göring au quartier général d'Hitler. À ce moment-là, Rommel combattait en Afrique du Nord et il avait commencé à affronter des forces britanniques équipées d'armes américaines. Il se plaignit que des chasseurs bombardiers britanniques, armés de canons de 40 mm, détruisaient ses chars. Göring se moqua de lui. Selon lui, c'était impossible. Les Américains, répéta-t-il, ne savaient fabriquer que des rasoirs. Göring ricana avec mépris. Pour lui, ce que racontait Rommel était tout simplement impossible. Les Américains, affirma-t-il, n'étaient capables que de fabriquer des lames de rasoir. Rien de plus. La réponse de Rommel, rapportée plus tard dans ses papiers édités par l'historien B.H. Lidl-Hart, fut sèche et tranchante. Il suggéra froidement que le maréchal du Reich ferait peut-être bien d'utiliser lui-même quelques-unes de ces fameuses lames. Mais Göring et Hitler n'étaient pas les seuls à se tromper lourdement. Tout l'appareil de renseignement allemand partageait cette même cécité. L'Abwehr, le service de renseignement militaire dirigé par l'amiral Wilhelm Canaris, se montra particulièrement incapable d'évaluer correctement les capacités des États-Unis. La preuve éclatante de cet aveuglement apparut en juin 1942, sur une plage tranquille de Long Island lors d'une opération appelée Pastorius. Retenez bien ce nom car il représente sans doute l'exemple le plus révélateur de l'incompréhension totale des Allemands face au pays contre lequel ils venaient de déclarer la guerre. Voici le contexte. Hitler voulait frapper directement le cœur industriel américain. Son idée était d'organiser des sabotages à l'intérieur même des États-Unis, faire sauter des usines d'aluminium, détruire des ponts ferroviaires et perturber les systèmes d'approvisionnement en eau. Pour cette mission, 8 agents allemands furent sélectionnés. Tous avaient vécu longtemps aux États-Unis. 2 d'entre eux possédaient même la nationalité américaine. Ils furent entraînés dans une ferme isolée près de Berlin. Explosifs, détonateurs, dispositifs incendiaires, tout ce dont ils auraient besoin pour mener des opérations de sabotage. On leur remit également plus de 170 000 $ en billets américains avant de les embarquer à bord de 2 sous-marins U-Boot. Le premier groupe, dirigé par un ancien serveur de 39 ans nommé George Dash, débarqua sur la plage d'Amagansett, à Long Island, peu après minuit dans la nuit du 13 juin 1942. Ils avaient accosté vêtus d'uniforme de la marine allemande. Cette précaution devait, en théorie, leur garantir le statut de prisonniers de guerre s'ils étaient capturés au moment du débarquement. Une fois sur la plage, ils enterrèrent leurs explosifs dans le sable, enfilèrent des vêtements civils, et tout commença immédiatement à tourner mal. Dans le brouillard, un garde-côte américain non armé, John Cullen, tomba par hasard sur eux. Pris de panique, Dash glissa 260 $ dans la main du jeune marin et lui dit d'oublier ce qu'il venait de voir. Cullen, à la surprise de strictement personne, n'oublia pas. Il retourna immédiatement à son poste et signala l'incident. Mais ce n'est pas encore ce qui transforma cette opération en véritable farce. Le plus incroyable arriva ensuite. Dash, qui n'avait apparemment jamais eu l'intention de mener la mission à son terme, appela lui-même le FBI depuis un hôtel de New York.
Il se présenta sous le nom de Code Pastorius et tenta d'expliquer tout le complot. L'agent du FBI qui répondit au téléphone pensa avoir affaire à un déséquilibré et raccrocha. Dash prit alors un train pour Washington, entra directement dans le siège du FBI et dut littéralement vider 84 000 $ en liquide sur le bureau d'un directeur adjoint pour convaincre qu'il disait la vérité. En moins de 2 semaines, les 8 saboteurs furent arrêtés. 6 d'entre eux furent condamnés à mort et exécutés sur la chaise électrique. L'opération fut un tel fiasco que Hitler entra, dit-on, dans une colère noire. Selon l'historien Louis Fischer, il hurla contre les responsables du renseignement après l'échec. Aucune autre mission de sabotage ne fut jamais tentée sur le sol américain pendant toute la guerre. Mais il existe un détail qui révèle à quel point l'incompréhension allemande était profonde. Les agents avaient reçu des billets américains retirés de la circulation depuis plusieurs années. Des coupures qu'en 1942 n'importe quel caissier aurait immédiatement reconnues comme obsolètes. Les services secrets allemands n'avaient même pas réussi à obtenir de l'argent valable. On pourrait penser qu'un tel échec aurait forcé les dirigeants allemands à revoir leur jugement, à remettre en question leur certitude. Mais l'idéologie agit comme une drogue puissante, et ce qui allait se produire dans les déserts d'Afrique du Nord semblait, au premier regard, leur donner raison. Car lorsque les soldats américains et allemands s'affrontèrent pour la première fois lors d'une grande bataille, le résultat fut si désastreux pour les Américains que le haut commandement allemand se mit à les mépriser encore davantage. Cette confiance excessive, ce mépris renforcé par une seule bataille, devint la première pierre du mur qui finirait par s'effondrer sur eux. Le nom de cette bataille, le col de Kasserine. Aujourd'hui encore, elle est étudiée dans les académies militaires comme un exemple classique de ce qui se produit lorsque des troupes inexpérimentées rencontrent un adversaire aguerri. Mais ce que les Allemands ne virent pas, ce que leur aveuglement idéologique les empêcha de comprendre, se cachait déjà dans les ruines de cette défaite, quelque chose qui allait revenir et finalement les détruire. Deuxième partie, le réveil brutal. Février 1943. Tunisie, Afrique du Nord. Le deuxième corps américain, commandé par le major général Lloyd Fredendall, est sur le point d'entrer dans un véritable piège sanglant. Et pour comprendre ce qui s'est passé au col de Kasserine, il faut parler de Fredendall. Car cette histoire est autant celle des qualités de l'armée allemande que celle des graves erreurs du commandement américain. Fredendall dirigeait son corps d'armée depuis un quartier général situé à 70 miles du front. Pas 7, 70. Il avait ordonné à 200 ingénieurs d'utiliser de la dynamite pour creuser des galeries dans la roche afin d'y construire un immense bunker souterrain. Pendant que ces soldats creusaient leurs trous de tir dans le désert avec leurs mains, leur commandant construisait une forteresse personnelle qui aurait presque pu résister à une explosion nucléaire. Il visitait rarement les unités de première ligne. Et lorsque des ordres étaient envoyés, ils étaient souvent rédigés dans un système de code compliqué qu'il avait lui-même inventé, au point de semer la confusion parmi ses propres officiers. Dans l'un de ses messages, il désigna une unité en ces termes : la Big Red One plus 1 sur votre gauche, moins 1 sur votre droite. Son état-major devait parfois passer un temps précieux à déchiffrer les ordres de leur propre général. Quant aux soldats placés sous son commandement, ils manquaient cruellement d'expérience. Ils étaient jeunes, très jeunes, et surtout, ils n'étaient absolument pas prêts pour ce qui allait arriver. Le 168e Regimental Combat Team de la 34e division d'infanterie venait tout juste de recevoir 450 renforts quelques jours avant la bataille. Beaucoup de ces soldats n'avaient même pas terminé leur formation de base. Certains, selon plusieurs témoignages, n'avaient même pas encore de fusil. Le 12 février, le régiment reçut ses premiers bazookas. 2 jours plus tard, lorsque l'attaque allemande commença, les soldats apprenaient encore comment s'en servir. Pour beaucoup d'entre eux, la première fois qu'ils tirèrent avec un bazooka fut face à un char allemand qui avançait droit sur eux. Du côté allemand, Rommel considérait les Américains comme le maillon faible du dispositif allié. Et à ce moment-là, il n'avait pas tort. Le 14 février, le général Hans-Jürgen von Arnim lança l'opération Frühlingswind, vent de printemps, avec les 10e et 21e divisions blindées contre les positions américaines autour de Sidi Bouzid. Le résultat fut brutal.
Un soldat américain qui assista à la contre-attaque de la première division blindée décrivit plus tard la scène en un seul mot: un massacre. Les chars américains avancèrent directement dans les champs de tir de canons 88 mm soigneusement dissimulés. Les obus frappaient avec une précision terrible. Char après char, les blindés explosaient ou s'embrasaient. En seulement 2 jours, le deuxième corps américain perdit environ 1600 hommes, près de 100 chars, 57 half-track et 29 pièces d'artillerie. Les Américains avaient même marqué leur propre champ de mines avec des drapeaux pour éviter que leurs soldats ne s'y perdent. Comme le remarqua plus tard un historien, les Allemands apprécièrent beaucoup cette attention. Ils utilisèrent ces mêmes drapeaux pour se guider à travers les champs de mines et attaquer par des directions que les Américains croyaient leur protéger. Le journal de guerre d'une compagnie allemande résuma l'impression générale. Les officiers se demandaient sérieusement si les commandants américains savaient réellement ce qu'ils faisaient. Les équipages de chars allemands commencèrent à surnommer les blindés américains « boîtes de sardines ». Le bilan fut terrible. Les pertes alliées atteignirent environ 10 000 hommes, dont 6 500 Américains. Environ 300 tués, 3 000 blessés et 3 000 disparus ou capturés. Les Américains perdirent 183 chars, plus de 200 canons et plus de 500 camions. Les pertes allemandes, en comparaison, furent bien plus faibles. Environ 989 hommes, dont 201 morts et seulement 20 chars détruits. Prenez un instant pour mesurer ce rapport. 20 chars allemands perdus contre 183 Américains. Le col de Kasserine semblait confirmer tout ce que le haut commandement allemand voulait croire. Pour von Arnim, la conclusion était simple, les Américains n'étaient pas un adversaire sérieux. Mais c'est ici que l'histoire commence à changer. Car il y avait un détail que les Allemands auraient dû remarquer. Même au milieu de ce désastre, Rommel observa quelque chose d'intéressant. Dans son journal, il écrivit que la conduite tactique de la défense américaine avait été, selon ses propres mots, de première classe. Il nota que les Américains avaient en récupéré très rapidement après le choc initial et qu'ils avaient réussi à stopper l'avancée allemande en regroupant leurs réserves sur des points défensifs clés. Au village de Djebel Amra, le 16e régiment d'infanterie de la 1re division d'infanterie, la célèbre Big Red One, ainsi que le combat commande B de la 1re division blindée stoppèrent net l'avancée allemande. Un officier américain déclara à ses hommes que si les Allemands attaquaient en force, ils ne pourraient peut-être pas tenir, mais qu'ils essaieraient quand même. À Tala, lorsque la 10e division Panzer poursuivit son offensive, elle fut accueillie par un bombardement d'artillerie d'une violence extrême. L'artillerie de la 9e division d'infanterie, qui avait parcouru près de 800 km en 4 jours depuis l'ouest de l'Algérie pour rejoindre le front, entra en action. Le déluge d'obus fut si intense que le commandant allemand, persuadé qu'une contre-attaque massive se préparait, préféra suspendre l'offensive. L'attaque allemande s'arrêta là. Et ce qui se produisit ensuite surprit profondément les officiers allemands les plus attentifs. Le 6 mars 1943, Fredendall fut relevé de son commandement. Il fut remplacé par un nouveau commandant, le major-général George S. Patton Jr. La transformation fut immédiate, brutale, implacable. Patton imposa la discipline avec une intensité presque obsessionnelle. Il infligeait $50 d'amende aux soldats qui ne portaient pas leur casque. Il inspectait personnellement les unités de première ligne chaque jour. Le général Omar Bradley observa rapidement le changement. Il écrivit plus tard que, dès que les soldats nouaient correctement leur cravate, on pouvait sentir l'influence de Patton. À peine 17 jours après sa prise de commandement, le 23 mars 1943, lors de la bataille d'El Guettar, les mêmes unités allemandes qui avaient écrasé les Américains à Kasserine se heurtèrent soudain à un mur. Von Arnim lança 50 chars de la 10e Panzer-Division contre les positions américaines, persuadées de reproduire facilement la victoire précédente. Mais cette fois, la 1re division d'infanterie, la Big Red One, combina tirs massifs d'artillerie, champs de mines et canons M10 du 601e bataillon de chasseurs de chars. À 9 h du matin, environ 30 chars allemands avaient déjà été détruits. La bataille avait à peine commencé depuis 4 heures, et la 10e Panzer avait perdu plus de la moitié de ses blindés engagés. C'était la première fois que des forces américaines infligeaient une défaite nette à des unités blindées allemandes expérimentées. Le général Dwight D. Eisenhower résuma la situation avec une remarque devenue célèbre. Les Allemands allèrent bientôt apprendre à détester cette division.
Rommel, qui avait quitté l'Afrique du Nord pour raison de santé, reconnut plus tard dans ses écrits que les Américains avaient payé leur apprentissage à un prix élevé, mais que cette expérience leur avait rapporté énormément. Il nota que, déjà à ce stade de la guerre, les généraux américains faisaient en preuve d'une grande compétence tactique. Lorsque la Tunisie tomba en mai 1943, environ 250 000 soldats allemands et italiens se rendirent. Ce chiffre était 80 fois supérieur au nombre d'Américains capturés à Kasserine. La courbe d'apprentissage avait été rapide et terriblement efficace. En Sicile, quelques mois plus tard, la leçon continua. La division Panzer Hermann Göring lança une contre-attaque avec 90 chars contre la tête de pont de la première division d'infanterie à Gela. Elle fut repoussée par une combinaison d'unités américaines, Rangers, parachutistes de la 82e division aéroportée, Fantassins, et un soutien écrasant de l'artillerie navale. Les forces de Patton remportèrent finalement la course vers Messine, arrivant plusieurs heures avant les troupes britanniques du général Montgomery. Ce succès marqua un tournant. Les Américains venaient de démontrer qu'ils pouvaient non seulement se battre, mais aussi remporter des campagnes entières. Et surtout, ils apprenaient à une vitesse que personne n'avait anticipée, certainement pas les Allemands. Mais tout cela, la Tunisie, la Sicile, puis la dure campagne d'Italie, n'était encore que le prélude. Le véritable choc restait à venir, car ce que les Américains allaient échaîner sur les plages de Normandie allait faire passer tout ce que les Allemands avaient affronté jusque-là pour un simple échauffement. Vous vous souvenez des lames de rasoir de Göring? Elles allaient bientôt arriver, portées par 6000 navires. Troisième partie, le moment de vérité, 6 juin 1944, La Manche, 5 heures du matin. Rien ne brisa plus brutalement les certitudes allemandes sur les capacités américaines que ce qui surgit de la brume ce matin-là. Une flotte d'invasion d'une ampleur inimaginable apparaissait à l'horizon, et cela par un temps que les commandants allemands jugeaient impossible pour une opération amphibie. Pendant des mois, les défenseurs avaient entendu répéter que le mur de l'Atlantique était imprenable, et soudain, l'horizon se couvrait de silhouettes. Paul Gaulle, un jeune mitrailleur allemand de 19 ans appartenant au 157e régiment de grenadiers de la 91e division aéroportée, était de garde sur la presqu'île du Cotentin, lorsqu'il aperçut les premières fusées éclairantes alliées vers 3 heures du matin. Au début, Becquerel raconta-t-il plus tard, elles étaient presque belles à regarder. Puis il vit les parachutes. Des dizaines, puis des centaines. Il y en avait tellement qu'il comprit immédiatement, l'invasion avait commencé. Capturé le 9 juin, Gaulle fut conduit jusqu'à Utah Beach. Ce qu'il vit là acheva de briser toute illusion de victoire allemande. Lorsqu'ils franchirent les dunes et aperçurent en des milliers de navires, d'innombrables barges de débarquement et les ballons de barrage flottant au-dessus de la mer, il comprit que la guerre était perdue. L'ampleur de ce que les Américains avaient rassemblé dépassait tout ce que les planificateurs allemands avaient imaginé possible. Mais Utah Beach était la plage la plus accessible. Le véritable choc eut lieu à Omaha Beach, là où le mépris allemand allait se heurter à la détermination américaine avec une violence extrême. La 352e division d'infanterie allemande, composée de vétérans aguerris, occupait toutes les positions dominantes. Falaises abruptes, fortifications en béton, champs de tir croisés parfaitement préparés. La plage avait été transformée en zone de mort. Heinrich Soo, mitrailleur allemand installé au Widerstandsnest 62, observait l'horizon à travers le viseur de sa MG-42 lorsque les premiers barges La Romade approchèrent. Il raconta plus tard que sa première pensée fut une prière. Il demanda à Dieu pourquoi il l'avait abandonné, mais au lieu de fuir, il chargea la première bande de munitions et ouvrit le feu. Pendant près de 9 heures, Soo affirma avoir tiré 12 000 à 13 000 cartouches avec sa MG-42, ainsi qu'environ 400 coups avec 2 fusils. Certains récits lui attribuent plus d'1 millier de victimes. Les historiens considèrent aujourd'hui ce chiffre improbable. Sur l'ensemble des 10 km d'Omaha Beach, les pertes américaines s'élevèrent à environ 2400 hommes et le point d'appui 62 comptait une quarantaine de soldats, pas un seul tireur isolé. Mais il ne fait aucun doute qu'il fut l'un des défenseurs les plus acharnés de cette position. Un autre soldat allemand, Franz Gockel, âgé de 18 ans et appartenant à la 716 division d'infanterie, écrivit à sa famille 4 jours plus tard. Il décrivit ce qu'il appelait une attaque sans précédent, quelque chose qu'il n'avait jamais vu, pas même sur le front russe. À l'aube,
Racontait-il, ils distinguèrent les silhouettes massives des premiers navires ennemis. Puis les éclairs jaillirent de leurs canons à un rythme infernal. Le bombardement naval forma bientôt un immense mur de fumée et de feu avançant lentement vers leur position. Le mur de feu avançait tranquillement, écrivit-il, comme s'il savait que nous ne pouvions pas l'arrêter. Prenez un instant pour réfléchir à cette phrase. Elle vient d'un soldat allemand de 18 ans. Il savait que nous ne pouvions pas l'arrêter. Ce ne sont plus les mots du mépris. Ce sont ceux d'un jeune homme qui voit ses certitudes s'effondrer sous ses yeux. Malgré les pertes terribles infligées aux Américains, entre 2400 et 4700 hommes selon les estimations, la 352e division ne réussit pas à les repousser à la mer. Comme l'a expliqué l'historien Robert Citino du National WW2 Museum, les Allemands ne disposaient d'aucune force mobile capable de lancer une contre-attaque décisive. Pas de réserve blindée, pas d'aviation. Aucune unité capable d'exploiter le chaos du débarquement. Et pendant que les défenseurs se battaient, les Américains continuaient d'arriver. Encore et encore. Soyons clairs sur ce que cela signifie. Ce matin-là, les Allemands avaient tous les avantages. Le terrain, les fortifications, les champs de tir. Ils infligèrent des pertes terribles. Et pourtant, ils perdirent. Parce que les Américains refusèrent simplement d'abandonner. Le rapport rédigé après la bataille par le maréchal Gerd von Rundstedt est révélateur. Dans son analyse du 20 juin, il reconnaissait que les troupes aéroportées alliées avaient démontré une grande combativité et une capacité remarquable à s'adapter au terrain. À Pointe-du-Hoc, des prisonniers allemands formulèrent en même une plainte involontairement flatteuse à propos des Rangers américains. Au lieu d'attaquer à travers les champs, ce que tout soldat aurait considéré comme la voie la plus logique, expliquèrent-ils, ces Américains fous avaient simplement attaqué par la route. Mais le coup le plus dévastateur était encore à venir. Il tomba le 25 juillet 1944. Opération Cobra. Environ 1500 bombardiers lourds, des B-17 et B-24, larguèrent près de 3300 tonnes de bombes sur les positions de la division Panzerlehr près de Saint-Lô. Les bombardiers moyens et les chasseurs bombardiers ajoutèrent dans leur propre déluge de feu. Au total, plus de 4000 tonnes d'explosifs s'abattirent sur une seule division allemande en une seule journée. Le commandant de la division blindée allemande, le lieutenant-général Fritz Bayerlein, décrivit plus tard le résultat lors d'un interrogatoire d'après-guerre. Un seul mot lui venait à l'esprit, l'enfer. Les bombardiers, expliqua-t-il, passaient au-dessus de leur position comme sur une chaîne de montage. Les vagues d'avions se succédaient sans interruption et chaque passage déversait un nouveau tapis de bombes. Lorsque le bombardement cessa enfin, le paysage de la ligne de front ressemblait, selon lui, à la surface de la Lune. Au moins 70% de ces hommes étaient hors de combat, morts, blessés, assommés par les explosions ou totalement désorientés. Lorsque le maréchal von Klug envoya un officier lui ordonner de tenir la position coûte que coûte et de ne laisser aucun soldat reculer, Bayerlein explosa de colère. Il répondit que ces hommes tenaient déjà. Chaque grenadier, chaque ingénieur, chaque équipage de chars restait à son poste. S'ils ne bougeaient pas, expliqua-t-il, c'était parce qu'ils étaient allongés dans leur trou de tir. Morts. La Panzerlehr Division, l'une des formations blindées les plus prestigieuses de l'armée allemande, fut pratiquement anéantie. Lorsque la poche de falaise se referma en août 1944, entre 80 000 et 100 000 soldats allemands se retrouvèrent piégés. La destruction fut presque indescriptible. Entre 10 000 et 15 000 Allemands furent tués et 40 000 à 50 000 capturés. Le général Dwight Eisenhower écrivit plus tard qu'il était possible de marcher sur des centaines de mètres sans poser le pied ailleurs que sur des corps en décomposition. Des pilotes qui survolaient la zone à plusieurs milliers de pieds racontèrent qu'ils pouvaient sentir l'odeur de la mort jusque dans leur cockpit. Le maréchal Gerd von Rundstedt, commandant en chef allemand à l'ouest, avait déjà tiré sa conclusion. Le 1er juillet 1944, lorsque le maréchal Wilhelm Keitel l'appela pour lui demander ce qu'il fallait faire, Rundstedt donna probablement l'analyse stratégique la plus honnête prononcée par un général allemand pendant toute la guerre. 2 mots seulement, « Faites la paix, imbécile ». Quelques jours plus tard, il fut relevé de son commandement. Mais si vous pensez que la catastrophe de Normandie avait enfin détruit l'arrogance du commandement allemand, vous allez être surpris. Car 4 mois plus tard,
Adolf Hitler allait jouer son dernier atout, ses dernières réserves, ses derniers chars, ses derniers espoirs, et tout cela reposait sur une seule idée. Les Américains étaient encore trop faibles pour l'arrêter. Cette conviction allait être mise à l'épreuve dans une petite ville glacée appelée Bastogne, et sur une crête isolée près du village de Lanzerat, où 18 soldats américains allaient en prouver au Führer qu'il avait tort pour la dernière fois. Quatrième partie, le dernier pari, décembre 1944, les Ardennes. Hitler s'apprête à tenter le pari le plus coûteux qui lui reste. Le plan porte le nom de Wacht am Rhein, veille sur le Rhin. Sur une carte, l'idée paraît simple, dans la réalité, elle est presque insensée. Percer les lignes américaines, relativement faibles, dans les Ardennes. Séparer les forces britanniques et américaines. S'emparer du port d'Anvers. Couper les lignes de ravitaillement alliées. Forcer une paix négociée à l'ouest, puis concentrer toutes les forces restantes contre l'Union soviétique. Ce plan reposait encore sur une conviction profondément ancrée. Les soldats américains n'étaient pas assez solides pour résister. Pourtant, 18 mois de combat auraient dû suffire à prouver le contraire. Les services de renseignement allemands avaient correctement identifié un point. Le secteur des Ardennes servait de zone de repos pour les Alliés. À peine 4 divisions américaines défendaient un front de près de 140 km. Certaines étaient encore inexpérimentées, comme les 99e et 106e divisions d'infanterie, tandis que d'autres, comme la 28e division, étaient épuisées par des mois de combat. Hitler pensait pouvoir répéter 1940. La même forêt, le même effet de surprise, le même résultat. Ces généraux, eux, n'y croyaient guère. Le maréchal von Rundstedt confia en privé que si les forces allemandes parvenaient seulement à atteindre la Meuse, il faudrait se mettre à genoux et remercier Dieu. Le maréchal Walter Model, commandant du groupe d'armée B, fut encore plus direct. Selon lui, ce plan était tout simplement irréalisable. Ses mots exacts furent « Ce plan ne tient pas debout ». Mais Hitler refusait toute objection. Les ordres opérationnels arrivèrent au quartier général de Rundstedt portant une annotation écrite de la main même du Führer « Ne pas modifier ». Le 16 décembre 1944, l'offensive commença. Entre 200 000 et 250 000 soldats allemands, bientôt rejoints par d'autres renforts, pour atteindre plus de 400 000 hommes, soutenus par environ 1400 chars et véhicules blindés, se ruèrent contre les lignes américaines. L'avantage initial était écrasant. Et c'est ici que nous revenons à notre histoire, à cette crête glacée près de Lanzerat, au lieutenant Lial Buck, 20 ans, et à ses 18 hommes. Buck s'était engagé dans la garde nationale du Missouri à l'âge de 14 ans, en partie pour aider ses parents à payer les factures pendant la Grande Dépression. Il se révéla si doué qu'après avoir terminé l'école des officiers, l'armée le conserva pendant 1 an comme instructeur à Fort Benning, où il enseignait les tactiques de défense des petites unités. L'ironie était frappante. L'armée l'utilisait pour apprendre aux autres officiers comment défendre une position. Puis elle l'envoya tenir une crête avec 18 hommes, contre une division entière. Ces soldats n'étaient pas de simples fantassins. Ils formaient le peloton de renseignement et de reconnaissance du 394e régiment d'infanterie appartenant à la 99e division d'infanterie. Ils avaient été choisis pour leur intelligence, leurs conditions physiques et leur précision au tir. Plusieurs étaient d'anciens étudiants issus du programme universitaire militaire ASTP récemment supprimé. Ils avaient été entraînés à s'infiltrer, observer et rapporter des informations, pas à tenir une ligne de front. Pourtant, le 10 décembre, ils reçurent l'ordre d'occuper une position dominant la route passant par Lanzerat, en direction du Losheim Gap. Ils trouvèrent des trous de tir abandonnés, les renforcèrent pendant 5 jours et organisèrent une petite position défensive. Leur armement était modeste. Des fusils M, un Garand, quelques fusils automatiques, Browning, une mitrailleuse calibre 30 et une mitrailleuse lourde calibre 50 que Buck avait obtenue en l'échangeant auprès d'un sergent du ravitaillement. Le 16 décembre, à 5h30, le bombardement commença. Les obus éclatèrent dans les arbres, au-dessus d'eux, déchiquetant la forêt. Les communications furent coupées, et l'unité de chasseurs de chars qui était censée soutenir la position, stationnée dans le village en contrebas, était simplement partie sans prévenir. Le peloton de Buck se retrouva soudain seul dans tout le secteur.
Il n'y avait plus aucune autre unité américaine aux alentours. Lorsque le bombardement cessa, Book aperçut les parachutistes allemands qui avançaient vers le village, et c'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que les soldats allemands entraient dans Lanzerat, une jeune Belge blonde sortit de sa maison. Elle s'approcha du groupe d'officiers allemands qui marchaient en tête de la colonne et se mit à leur parler. Book observait toute la scène à travers ses jumelles. Son bras était déjà levé, le signal pour ouvrir le feu. Mais il hésita. Il refusa de donner l'ordre tant que la jeune fille ne serait pas rentrée chez elle. Quelques secondes passèrent, puis la porte de la maison se referma. Book abaissa le bras, et 18 Américains ouvrirent le feu sur 500 parachutistes allemands. L'effet fut immédiat et terrible. Les Allemands, convaincus que la route était libre, avançaient en colonne sur la chaussée. La mitrailleuse lourde calibre 50, servie par le soldat William Sakanikas, faucha la tête de la colonne. Les corps commencèrent à s'entasser sur l'asphalte. Les survivants se jetèrent dans les fossés pour se mettre à couvert et tentèrent de se regrouper. Puis les Allemands envoyèrent une compagnie entière, plus de 150 hommes, charger la colline. Les Américains les repoussèrent. Une deuxième attaque suivit. Même résultat. Vers 14 heures, une troisième tentative fut lancée. Le sergent Bill Slate continua de tirer avec la mitrailleuse calibre 50 jusqu'à ce que le canon surchauffe et se bloque. Pendant le combat, l'observateur d'artillerie Billy Quinn fut atteint d'une balle dans l'estomac. Il n'y avait ni médecin, ni matériel chirurgical. Il mourut lentement dans son trou de tir. Ce fut le premier mort du peloton. Pendant plus de 15 heures, 18 hommes tinrent tête à un bataillon entier. Ils tuèrent ou blessèrent 92 soldats allemands. À chaque attaque, les parachutistes tentaient de gravir la pente, et chaque fois, les Américains les repoussaient. Les Allemands devinrent de plus en plus prudents. La violence du feu américain les avait convaincus qu'ils affrontaient une force bien plus importante cachée dans les bois. À plusieurs reprises, ils interrompirent leurs attaques, persuadés qu'une embuscade plus large les attendait. Mais à la tombée de la nuit, les Américains étaient à court de munitions. La plupart étaient blessés. Finalement, les Allemands réussirent à les submerger. Les survivants furent capturés. Ils passèrent 5 mois dans des camps de prisonniers allemands, affamés, malades, avant d'être finalement libérés. Pour Book, tout cela ressemblait à un échec. Il avait perdu la position. Ces hommes avaient été capturés. Ce ne fut que des années plus tard qu'il apprit la vérité. La résistance de son peloton avait retardé l'avance de toute la 6e armée blindée allemande pendant environ 20 heures. Le groupe de combat de Joachim Peiper, qui devait atteindre la Meuse dès le premier jour de l'offensive, fut contraint d'attendre que la route soit dégagée. Ce retard bouleversa tout le calendrier de l'offensive allemande dans le secteur nord. Il donna aux Américains le temps de se renforcer, de se regrouper et de tenir. Ce n'est qu'en 1981, 37 ans plus tard, que les membres du peloton reçurent enfin la reconnaissance officielle de leur action. 4 Distinguished Service Cross, 5 Silver Stars et 10 Bronze Stars avec la mention V pour bravoure. Le peloton de reconnaissance du 394e régiment d'infanterie devint ainsi le peloton de cette taille le plus décoré de toute la Seconde Guerre mondiale. Et ils n'étaient pas les seuls. Partout dans les Ardennes, le même schéma se répéta. Sur la crête d'Elsenborn, les 99e et 2e divisions d'infanterie américaine tinrent la partie nord de l'offensive allemande, le secteur confié à la 6e armée Panzer, l'instrument préféré d'Hitler, censé porter le coup décisif. Elle ne parvint jamais à percer. La résistance américaine fut si tenace que les unités blindées allemandes s'épuisèrent peu à peu sans obtenir de percée. À Bastogne, la 101e division aéroportée et les unités qui l'appuyaient défendirent ce carrefour vital face à des forces allemandes qui les surpassaient environ 5 contre 1. Le 22 décembre, le 47e corps Panzer adressa un ultimatum aux défenseurs, leur promettant l'anéantissement s'ils refusaient de se rendre. Le général de brigade Anthony McAuliffe répondit par un seul mot : « Nuts ». Les officiers allemands restèrent perplexes. Le lieutenant allemand chargé de transmettre la réponse, Helmut Henke, demanda si ce mot signifiait « oui » ou « non ». Le colonel Joseph Harper du 327e régiment d'infanterie planeur traduisit. Il expliqua simplement que si les Allemands ne comprenaient pas ce que « nuts » voulait dire en anglais, cela signifiait « aller au diable ».
Et il ajouta que s'ils continuaient d'attaquer, les Américains tueraient chaque soldat allemand qui tenterait d'entrer dans la ville. La bataille des Ardennes coûta extrêmement cher aux Américains. Entre 81 000 et 89 000 pertes, dont 19 246 morts. Ce fut la bataille la plus vaste et la plus sanglante que les États-Unis menèrent pendant toute la guerre. Mais les pertes allemandes furent comparables, entre 80 000 et 100 000 hommes, et contrairement aux Américains, l'Allemagne ne pouvait pas remplacer ses pertes. L'offensive consomma les dernières réserves stratégiques de l'Allemagne, hommes, chars et carburant. Un vétéran allemand de la 276e division Volksgrenadier, qui avait combattu les Russes, les Britanniques et les Américains, résuma plus tard son impression. Les Russes, disait-il, étaient des soldats solides. Les Britanniques étaient compétents et professionnels, mais un peu lents. Les Américains, en revanche, étaient selon lui des amateurs enthousiastes, dotés d'une agressivité qu'il n'avait jamais vue chez aucun autre soldat. Ils répondaient immédiatement au feu ennemi. Ils faisaient en pleuvoir une artillerie écrasante ou des frappes aériennes. Et dès que le bombardement cessait, ils lançaient immédiatement une contre-attaque. Derrière chaque tir de fusil américain se cachait quelque chose que les Allemands ne comprirent pleinement que trop tard. Une machine industrielle gigantesque. Pendant la guerre, les États-Unis produisirent environ 300 000 avions contre environ 110 000 pour l'Allemagne. Ils fabriquèrent près de 88 000 véhicules blindés, contre environ 26 000 chars allemands. Et pour les camions, l'élément vital de toute logistique moderne, l'écart était encore plus frappant. 2 400 000 camions américains contre environ 166 000 allemands. Pendant toute la guerre, la Wehrmacht dépendait encore largement de la traction animale. On estime qu'environ 2 750 000 chevaux furent utilisés par l'armée allemande. Pendant ce temps, les bataillons d'artillerie lourde américains pouvaient parcourir près de 160 km par jour grâce à leurs tracteurs motorisés. L'artillerie allemande, elle, avançait au rythme d'un cheval. La différence industrielle était tout aussi spectaculaire. Dans l'usine Willow Run de Ford, un bombardier B-24 Liberator sortait de la chaîne de montage toutes les 63 minutes. En 1944, les États-Unis produisirent plus d'avions en une seule année que le Japon pendant toute la durée de la guerre. Comme l'a remarqué l'historien Martin King, après avoir interrogé des vétérans des deux camps, les soldats américains possédaient une capacité remarquable à improviser, à s'adapter instantanément aux situations imprévues et à agir de manière autonome, jusqu'au niveau de la simple escouade. La bataille des Ardennes devait prouver que les soldats américains ne pourraient pas résister à une offensive massive de la Wehrmacht. Elle démontra exactement l'inverse. Les Américains plièrent, ils saignèrent. Mais ils ne cédèrent pas, et quelques semaines plus tard, ils reprenaient déjà l'offensive. La certitude idéologique qui avait nourri la machine de guerre allemande pendant 3 ans venait de se briser complètement. Et les conséquences de cet effondrement allaient bientôt apparaître de la manière la plus spectaculaire possible. Car au printemps 1945, des armées allemandes entières allaient faire un choix. Un choix qui révélait clairement ce que les soldats allemands pensaient réellement des Américains à la fin de la guerre. 5e partie, le verdict, la course à la reddition. Au printemps 1945, l'indicateur le plus révélateur de l'opinion allemande sur les soldats américains ne se trouvait ni dans les rapports militaires, ni dans les analyses stratégiques. Il se trouvait dans la direction vers laquelle les soldats allemands couraient. Ils couraient vers l'ouest, vers les lignes américaines, le plus vite possible. Le grand amiral Karl Dönitz, qui succéda à Hitler après sa mort, adopta une stratégie claire, organiser des redditions partielles à l'ouest afin de gagner du temps. L'objectif était simple, permettre au maximum d'unités allemandes de se rendre aux Américains plutôt qu'aux Soviétiques. L'amiral allemand Hans-Georg von Friedeburg déclara au maréchal Montgomery que se rendre aux Soviétiques était tout simplement impensable. Il les qualifia de « sauvages rouges », qui enverraient les prisonniers dans des camps de travail. Les chiffres expliquaient en cette peur. Parmi les 3 600 000 soldats allemands capturés par l'Union soviétique, les estimations indiquent qu'entre 1 et 2 millions moururent en captivité. Les soldats allemands le savaient. Dans les rangs de la Wehrmacht, la rumeur était claire. Se rendre à l'Est signifiait qu'on ne rentrerait peut-être jamais chez soi.
Se rendre à l'ouest, aux Américains, offrait des chances infiniment meilleures de survivre. En avril 1945, dans la poche de la Ruhr, environ 317 000 soldats allemands se rendirent aux forces américaines. Prenez un instant pour mesurer ce chiffre. 317 000 hommes. C'était la plus grande reddition de masse allemande sur le front occidental, plus importante encore que celle de Stalingrad. Les services de renseignement américains avaient estimé environ la moitié de ce nombre. La réalité fut 2 fois supérieure. Des soldats allemands affluaient de toutes les directions, cherchant désespérément à atteindre les lignes américaines. Parmi les prisonniers se trouvaient 30 généraux et un amiral. Le maréchal Walter Model, commandant des forces piégées et celui qui avait qualifié le plan des Ardennes d'irréalisable, refusa cependant de se rendre. Le 21 avril 1945, alors que la poche se refermait autour de lui, Model entra dans une forêt près de Duisbourg et se suicida d'une balle dans la tête. Il ne pouvait accepter l'humiliation de la captivité. Mais il ne pouvait pas non plus demander à ses hommes de mourir pour une cause déjà perdue. Les soldats allemands capturés posèrent souvent une question simple à leurs gardes américains. À quoi tout cela servait-il ? Ils parlaient d'Offian, de leurs femmes, de leurs enfants. Ce n'étaient plus des fanatiques prêts à mourir pour le Reich. C'étaient des hommes épuisés qui avaient fait leurs calculs et compris que la captivité américaine était leur meilleure chance de survie. Les scènes observées sur les rives de l'Elbe à la fin d'avril et au début de mai 1945 avaient presque un caractère biblique. Des divisions allemandes entières marchaient jusqu'au fleuve et attendaient patiemment que des bateaux les transportent vers la rive contrôlée par les Américains. À un moment donné, les Américains manquèrent même de carburant pour leurs barges. Les Allemands vidèrent alors le diesel des véhicules qu'ils avaient amenés jusqu'au fleuve pour leur fournir du carburant. Des hommes et des femmes paniqués se déshabillaient et tentaient de traverser l'Elbe à la nage. La propagande nazie avait répandu une rumeur selon laquelle les Américains et les Britanniques avaient déclaré la guerre à l'Union soviétique. Beaucoup d'Allemands qui atteignaient la rive américaine demandaient alors s'ils devraient continuer à combattre. Mais cette fois, contre les Russes. L'exemple le plus extraordinaire fut peut-être celui de la 12e armée allemande. Le général Walter Wenck combattait les Américains le long de l'Elbe lorsque Hitler lui ordonna de se tourner vers l'Est pour tenter de secourir Berlin. Wenck savait que c'était impossible. Il prit donc une autre décision. Il transforma son armée en mission de sauvetage. Ses troupes avancèrent vers l'Est, non pas pour sauver Berlin, mais pour ouvrir un corridor d'évacuation permettant aux soldats et aux civils allemands, fuyant l'armée rouge, de passer vers l'ouest. Des milliers de réfugiés et de soldats traversèrent ce passage en direction des lignes américaines. Lorsque les forces de Wenck atteignirent l'Elbe près de Tangermünde, un problème se posa. Selon les accords entre alliés, une armée allemande ne pouvait se rendre qu'à l'ennemi, qu'elle combattait réellement. Et Wenck combattait officiellement les soviétiques. Pour se rendre aux Américains, il aurait dû les attaquer d'abord, puis capituler. Les Américains décidèrent simplement de ne rien voir. Le général William Simpson, commandant la 9e armée américaine, ordonna à la 102e division d'infanterie de ne pas ouvrir le feu sur les Allemands qui approchaient. Les blessés furent autorisés à traverser, les soldats aussi. Sur un pont à moitié détruit, des hommes furent de même envoyés avec des fouets pour empêcher les civils de se mêler aux colonnes de soldats qui tentaient de passer. La situation aurait pu tourner à une tragédie encore plus grande. Mais soudain, l'artillerie soviétique ouvrit le feu sur le pont. Plusieurs soldats américains furent tués. Les unités reçurent alors l'ordre de se replier d'environ 2 kilomètres, ce qui eut un effet inattendu. Les civils purent, eux aussi, traverser le fleuve. Le général Wenck fut l'un des derniers à passer. L'un des derniers soldats allemands à entrer en captivité du côté américain. Quelques jours plus tard, lors de la bataille de Slivice, les 11 et 12 mai 1945, l'un des tout derniers des combats importants de la guerre en Europe, des unités allemandes affrontèrent des partisans tchèques et l'armée rouge avec un objectif très particulier, ouvrir un passage pour atteindre les lignes américaines et se rendre. Une adolescente allemande, Gerda Druse, observa ce flot de soldats passer près de la ferme de sa famille. Elle raconta plus tard que les colonnes tentaient de se frayer un chemin vers le nord. Une rumeur circulait, disait-elle, quelque part il existait une brèche par laquelle on pouvait échapper aux Russes et se rendre aux Américains. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie si l'on revient au point de départ de cette histoire.
En janvier 1942, Hitler affirmait que l'Amérique était un pays décadent, composé d'un mélange de races incapables de produire de véritables soldats. Et en mai 1945, des soldats allemands étaient prêts à se battre contre des colonnes de chars soviétiques et à traverser des embuscades de partisans tchèques, simplement pour avoir la chance de se rendre à ces mêmes Américains. Voilà la distance qui sépare l'idéologie nazie de la réalité. Une distance mesurée non pas en kilomètres, mais en 3 années de certitudes brisées, de leçons apprises sur le champ de bataille et de reconnaissance progressive et douloureuse d'une erreur monumentale. Le verdict, nous voici donc à la conclusion. L'évolution de l'opinion allemande sur les soldats américains est, au fond, une histoire sur le prix de l'aveuglement idéologique. La théorie raciale nazie affirmait qu'une démocratie composée de peuples mélangés ne pourrait jamais produire une armée efficace. Cette idée fut confrontée à la réalité. En Afrique du Nord, en Sicile, en Italie, en France, en Belgique, puis jusque sur le sol de l'Allemagne elle-même. Et elle échoua spectaculairement. La transformation ne fut pas immédiate. Au col de Kasserine, en février 1943, les Allemands crurent voir la confirmation de leurs préjugés. Mais quelques semaines plus tard, ces mêmes unités allemandes étaient repoussées et détruites par les Américains à Elgetar. En Normandie, des soldats allemands écrivaient à leurs familles que les bombardements leur donnaient l'impression que le monde entier s'effondrait. Pendant la bataille des Ardennes, certains commandants allemands observaient avec stupéfaction les jeunes officiers américains qui dirigeaient la défense et qui avaient orchestré leur défaite. Et au printemps 1945, des armées allemandes entières tentaient désespérément d'atteindre les lignes américaines avant d'être capturées par les soviétiques. 3 conclusions apparaissent clairement dans les archives allemandes. La première est que la plus grande force militaire américaine n'était ni une arme particulière, ni une tactique spécifique. C'était la capacité d'apprentissage rapide. L'armée américaine pouvait subir un désastre comme celui de Kasserine et, quelques semaines plus tard seulement, devenir capable de vaincre les mêmes unités qui l'avaient battu. Aucune autre armée de la guerre ne démontra une telle capacité d'adaptation à une telle vitesse. La deuxième conclusion concerne la combinaison entre puissance industrielle écrasante et application tactique agressive. Des études du chercheur militaire Trevor Dupuis ont montré que dans les combats tactiques directs, les soldats allemands infligèrent souvent plus de pertes que leurs adversaires américains. Mais cette statistique est trompeuse. Elle mesure uniquement le combat au niveau des petites unités et ignore des facteurs décisifs. La logistique, la supériorité aérienne, le renseignement, notamment le décryptage ultra, et surtout la capacité industrielle. Autrement dit, les éléments qui déterminent réellement l'issue d'une guerre. Beaucoup de soldats allemands se plaignaient que les Américains se battent de manière injuste, en écrasant les positions ennemies sous un déluge d'artillerie et de bombes avant d'attaquer. Mais qualifier cette puissance de feu de tricherie plutôt que d'admettre son efficacité est l'exemple parfait du fossé psychologique entre propagande et réalité. La troisième conclusion est peut-être la plus révélatrice. Les soldats allemands qui combattaient réellement les Américains développèrent souvent une vision bien plus nuancée et bien plus respectueuse que les dirigeants qui les envoyaient au combat. L'écart entre la propagande et l'expérience du front ne fit que s'élargir. Jusqu'à ce que le Troisième Reich lui-même s'effondre dans cet écart. Et cela nous ramène une dernière fois à Lanzerat, à Lial Buch. Buch survécut à la guerre. Lorsqu'il rentra chez lui après ses mois de captivité, il était amaigri, souffrait d'hépatite et était convaincu d'avoir échoué. Pendant des décennies, presque personne ne sut ce que son peloton avait accompli. Ce n'est qu'en 1965, lorsque l'armée américaine publia son histoire officielle de la bataille des Ardennes, que l'action du peloton fut mentionnée brièvement. Un soldat de son unité, William Sakanikas, l'homme qui avait ouvert le feu avec la mitrailleuse calibre 50 ce matin-là, lut ce passage et contacta Buch. Ensemble, ils lancèrent une campagne qui dura 16 ans. En 1981, tous les membres du peloton de reconnaissance furent finalement décorés. 4 Distinguished Service Cross, 5 Silver Star et 10 Bronze Star avec la mention V pour bravoure. Il s'agit de l'unité de cette taille la plus décorée pour une seule action pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, lors d'interrogatoires de généraux allemands, certains furent en mai confrontés aux officiers américains contre lesquels ils avaient combattu à Bastogne.
lorsque le lieutenant-colonel Harry Kinnaird, officier opération de la 101e division aéroportée pendant le siège de la ville, assista à l'une de ces séances, la réaction allemande fut frappante. Le général von Luttwitz demanda plusieurs fois si Kinnaird était vraiment le chef des opérations. Il lui paraissait incroyable que ce jeune officier au visage presque adolescent ait été l'un des principaux adversaires auxquels il s'était opposé. Il se demanda même à haute voix si Kinnaird n'avait dirigé qu'un simple régiment. Mais ce n'était pas le cas. C'était lui qui avait organisé la défense de toute la ville. Ce moment précis, ce regard incrédule d'un général allemand fixant un jeune officier américain, résume toute l'histoire. De la table à manger d'Hitler jusqu'aux ruines de la Ruhr. Des lames de rasoir de Göring jusqu'aux paysages lunaires décrits par Bayerlein. Du mépris idéologique à la réalité brutale du champ de bataille. Les fameuses lames de rasoir de Göring, finalement, pouvaient trancher bien plus que ce qu'il avait imaginé. Lialbouk s'est éteint, le 2 décembre 2016, à l'âge de 92 ans. Il s'était engagé dans la garde nationale à 14 ans, avait commandé un peloton à 20 ans, avait tenu tête à un bataillon entier depuis un simple trou de tir, survécu à 5 mois de captivité, puis consacré 16 années à se battre contre l'administration militaire afin que ces hommes reçoivent enfin la reconnaissance qu'ils méritaient. Ceux qui, en Allemagne, l'avaient méprisé comme le produit d'une démocratie métissée, s'étaient lourdement trompés. Ils s'étaient trompés sur lui, sur ses hommes, et sur l'Amérique, et ils ont payé cette erreur avec tout ce qu'ils possédaient. Car l'histoire n'est pas seulement une suite de dates, de batailles ou de cartes, c'est aussi la distance qui sépare ce que les gens croient de ce qui se révèle vrai. Et parfois cette distance se mesure en 3 ans, en 6000 navires et en 18 hommes sur une crête glacée qui refusèrent simplement de céder.